Bonjour à tous, bienvenue au deuxième épisode du podcast Génération perdue. Donc, si vous n'avez pas écouté le premier épisode, en fait, Génération perdue est un podcast destiné aux auteurs émergents, les auteurs qui voudraient, donc les apprentis auteurs et les auteurs confirmés qui voudraient avoir peut-être d'autres trucs ou entendre des entrevues de d'autres auteurs du même calibre ou même des auteurs qui débutent. Donc, c'est un peu ça. L'objectif du podcast, c'est de parler du métier d'auteur ou du hobby d'auteur. Pour la majorité des gens, c'est un hobby. Pour quelques privilégiés ou quelques auteurs très talentueux, c'est un métier. Mais je pense qu'il faut quand même le voir comme un métier dans le sens d'être sérieux dans notre écriture puis dans notre façon d'aborder ça. Moi, je le vois comme c'est un hobby pour moi, mais je le vois comme un métier. Donc, je l'aborde très professionnellement, comme si c'était un métier, mais c'est sûr qu'au fond de moi, c'est pas mon activité principale. Mais c'est quelque chose que j'adore faire. Puis, je partage un peu ma passion, puis je partage un peu ce que je fais. Donc, cet épisode, je voudrais discuter tout d'abord de savoir, bon, moi, je suis un auteur indépendant. Ce que ça veut dire, c'est que je suis un auteur qui a créé sa propre petite maison d'édition, puis qui gère tout de A à Z, ce qui est question de mon roman. Donc, la différence avec un auteur qui fait affaire avec une maison d'édition établie et traditionnelle. Je vais vous dire un peu pourquoi, puis en même temps, ça va vous dire un peu les différences entre les deux. Je vais vous dire pourquoi je l'ai fait. Puis, après ça, peut-être les pour et les contre là, de faire affaire avec une maison d'édition ou pas. Donc, un peu d'histoire sur moi. J'écris depuis que j'étais adolescent. Donc, j'ai commencé à écrire des nouvelles littéraires suite à un cours au secondaire que j'avais fait. Puis, je me souviendrai toujours, j'avais écrit une nouvelle littéraire. Puis la prof m'avait pris en exemple pour me montrer c'était quoi une nouvelle littéraire. Donc, même si c'était ma première fois que j'écrivais ça, j'avais compris le concept déjà. Puis j'avais déjà des talents d'auteur, créer des histoires. J'étais bon j'avais une bonne plume déjà. Puis j'avais beaucoup d'imagination, donc j'avais réussi à écrire. Je me souviens même pas c'était quoi l'histoire, mais je me souviens de la prof qui m'avait fait venir devant la classe pour que je lise mon histoire. Puis elle avait dit, ben voici c'est quoi vraiment une nouvelle littéraire. Puis Sébastien a compris exactement c'est quoi. Donc j'ai continué à écrire ça. Puis finalement j'ai commencé à écrire aussi un roman d'un détective privé. Je dirais vers 18-19 ans, j'ai commencé à écrire Martin Laffs, qui est un détective privé vraiment un peu humoristique, un peu hautain et qui croit qu'il est meilleur qu'il l'est en réalité. Donc, je m'étais un peu inspiré de San Antonio, que mon père adorait lire. Puis, j'en lisais un peu, mais c'était correct. C'était très franchouillard, là, très, très argot parisien. Et tout ça. Donc, c'était pas toujours facile à lire, mais l'esprit était quand même là. Donc, je n'ai lu quelques-uns, mais puis j'ai trouvé... Je suis quelqu'un qui a un bon sens de l'humour, fait que je me suis dit comment je pourrais le retransmettre dans quelque chose. Mais c'est pas vraiment San Antonio, c'est une inspiration un peu dans le ton, mais pas tant que ça. Donc, j'ai écrit Martin Laffs, puis... mais... Je m'étais un peu renseigné. J'avais croisé quelqu'un qui travaillait, je crois, à la maison d'édition Hachette. Puis, m'avait expliqué un peu comment ça se passait, le processus pour t'envoyer ton manuscrit et tout ça. Puis, j'ai comme déchanté. Premièrement, elle a commencé en disant, ben, tu feras pas beaucoup d'argent par livre. Puis après ça, elle m'a dit, fait que là, je voyais dans ma tête cartésien, parce que même si j'ai un côté artistique quand même assez développé, je suis très cartésien aussi. Donc, dans mon métier... que je fais dans la vie en informatique. Donc, j'ai comme la dualité artistique et cartésien. Puis, le cartésien de l'effort, mettre l'effort, puis tout ça pour l'envoyer, finalement, que ça soit jamais publié. Je trouvais pas que ça valait la peine de le faire tant que ça. Fait que j'écrivais mes histoires, puis il restait dans mon ordinateur en me disant un jour peut-être que je le ferai, mais pour l'instant, non. Puis finalement, les années ont passé, puis je l'ai jamais fait. J'ai jamais envoyé mon manuscrit, toujours pour les mêmes raisons.
dans l'émission d'édition, puis c'était peut-être vrai, c'était peut-être pas vrai. Peut-être que je l'aurais envoyé, puis ça a été merveilleux. Peut-être que je l'aurais fait comme tous les autres auteurs qui sont aujourd'hui très connus et célèbres, qui ont dit, moi, je me suis fait refuser 35 fois avant que ça passe. Bon. Fait que, bon, tout ça, le refus, vivre avec le refus et tout ça. C'est quand même des choses pas toujours évidentes à faire. Puis, j'étais pas nécessairement non plus super en confiance avec est-ce que c'était bon, c'était pas bon. Évidemment, je le faisais lire à mes proches, eux autres trouvaient ça très bon, mais c'est tes proches, ça demeure ta mère. Est-ce que ta mère va te dire que c'est pourri ce que t'écris? C'est pas nécessairement. Mais bon, donc j'ai décidé de pas nécessairement faire ça, mais j'ai continué à écrire tout le temps un peu. Puis finalement, une fois là, que ma carrière, mes études étaient terminées et tout ça, puis ma carrière était bien en selle, j'ai comme retourné un peu à mes amours d'écrire. Puis j'ai commencé à lire un peu sur ça, puis j'ai vu que il y avait, ces dernières années, pas beaucoup, un bon nombre d'auteurs qui délaissaient les maisons d'édition traditionnelles pour se lancer vraiment comme auteur indépendant. Donc, publier, puis du monde qui avait été sur le best-seller, le New York List best-seller, puis tout ça, là, du monde qui avait eu des gros succès avec les maisons d'édition, ont quand même décidé de vraiment prendre tout ça dans leurs mains, puis de gérer leur carrière de A à Z. Certains ont un agent, certains en ont pas. Je dirais qu'aux États-Unis, Canada anglais, du côté anglo-saxon, avoir un agent, je pense que c'est vu comme vraiment primordial. Du côté francophone, ça l'est moins. En tout cas, moi, de ce que je vois, là, ça l'est moins nécessaire d'avoir un agent. On peut très bien... et si on peut envoyer des manuscrits directement dans les maisons d'édition, du côté anglo-saxon, il aime beaucoup que ça vienne d'un agent. Donc, il aime beaucoup qu'il y ait eu une présélection de fait avant de recevoir des manuscrits. Donc, c'est un peu... Déjà là, il y a une différence entre les deux. Donc, entre les deux, mais dans ce cas, au Québec, tu peux envoyer ton manuscrit dans une maison d'édition, puis c'est comme ça que ça fonctionne. Tu peux avoir un agent, je présume. J'en ai pas, mais tu peux sûrement avoir un agent qui peut t'aider parce qu'ils ont leurs entrées, parce que peut-être que ton manuscrit va aller sur le dessus de la pile si t'es pas connu. Bon, je ne sais pas comment ça fonctionne au niveau traditionnel. Puis ça, c'est quelque chose que je vais essayer d'éclaircir avec peut-être des entrevues avec des gens qui travaillent là-dedans, puis essayer de voir là, comment est-ce que ça fonctionne un petit peu moins. Un petit peu mieux, ça. Mais c'est pour ça que je l'ai fait. Donc, moi, j'ai un bac en administration des affaires. Donc, déjà, le côté business, ça m'intéressait beaucoup. Un baccalauréat en administration des affaires. Donc, je voulais vraiment avoir le contrôle sur le côté créatif, mais aussi le côté business. J'étais déjà présent dans les médias sociaux, fait que je sais comment les médias sociaux fonctionnent. Donc, j'ai été me chercher des formations du côté anglophone. J'ai été me chercher des formations. J'ai été voir j'ai écouté des podcasts anglophones sur des gens qui ont réussi, d'autres qui ont plus ou moins réussi, mais qui donnent des conseils. Donc, je me suis abreuvé de ça. J'ai sorti mon premier livre qui était Ne pas trouver Roger, qui est une première aventure de Martin Lafs. Donc, le roman que j'ai écrit quand j'avais 19 ans, 50% de ça est Ne pas trouver Roger. Donc, 50% est du nouveau matériel et 50% est ce que j'avais écrit dans le temps. Ensuite, j'ai pris une nouvelle littéraire que j'ai écrit dans les années 90, qui s'appelle Stockholm, puis j'ai fait un mini-roman avec ça, donc un court roman. Donc, j'ai décidé d'avoir la collection Martin Lafs qui va contenir juste des histoires, des romans de Martin Lafs et on va suivre son évolution là-dedans. Et j'ai aussi une collection qui est des courts romans, donc 110, 120 pages, des romans qui se lisent en un après-midi, en 2-3 heures, un après-midi pluvieux, et des romans qui rentrent dans l'action très, très vite et qui sont très prenants jusqu'à la fin. Donc, c'est cette collection-là que j'ai décidé de faire aussi et que le roman Stockholm en fait partie. Puis, c'est d'ailleurs réussi dans ce cas-là parce que les lecteurs me disent qu'ils n'ont pas été capables de le... À partir du moment où ils ont commencé à le lire, ils n'ont pas été capables de le mettre de côté. Donc, c'est un peu le but de cette collection-là. Au niveau francophone, on est moins dans les collections, les séries. Au niveau américain, ils sont beaucoup plus. Donc, ils vont vouloir suivre un héros longtemps, un petit peu comme une série télévisée. En la francophonie, du peu que je connais le marché, on est plus ouvert aux romans indépendants. On va plus aller vers un auteur puis lire ce que l'auteur écrit, même si c'est pas le même personnage qui revient, alors que tu es pénalisé un peu si tu fais ça aux États-Unis.
c'est un peu moins comme ça. Là-bas, la culture est plus de... On aime lire Jack Reacher, on aime lire James Bond, on aime lire un personnage central qui revient souvent. Puis, ça a les bons côtés et les mauvais côtés. Mais que je discuterai peut-être dans un autre épisode. Donc, moi, je voulais avoir le contrôle de la page couverture. Donc, un peu la différence, c'est que du côté traditionnel, tu vas écrire ton manuscrit. Tu peux avoir une équipe de proches qui vont le lire et qui vont essayer de te soulever. Là, ce que je conseillerais, c'est avoir des lecteurs avant de l'envoyer votre manuscrit qui va essayer de voir s'il n'y a pas des fautes, s'il n'y a pas des trous dans votre histoire, surtout si vous écrivez des polars ou des thrillers. Est-ce qu'il y a des choses qui font pas de sens dans la chronologie? Est-ce qu'il y a des choses... Bon, ce genre de choses-là, je pense que vous êtes mieux de le faire lire avant par des lecteurs en qui vous avez confiance. Et après ça, de l'envoyer à une maison d'édition. Puis, la maison d'édition, si jamais elle décide de faire affaire avec vous, ben elle vous donne... elle fait signer un contrat d'édition. Dans le fond, vous cédez vos droits à cette maison d'édition-là. Contre une royauté qui est plus ou moins, je crois, entre 10 et 15% de tout dépendant. Si vous êtes un romancier, mettons comme Patrick Sénécal et tout ça, je présume que vous avez une royauté plus élevée parce que vous constituez moins un risque pour l'éditeur que quelqu'un qui n'est pas connu, évidemment. Donc, les ventes sont un peu plus certaines du côté d'un auteur connu, Louise Penny, mettons, ou bien Christine Brouillette et ces auteurs-là. Je présume que les maisons d'édition sont moins frileuses que pour quelqu'un qui débute, et c'est normal. À mon avis, ces personnes-là ne savent pas comment le marché va vous accueillir. Moi, en fait, la différence, c'est ça. Vous envoyez votre manuscrit, puis là, la maison d'édition, elle, a déjà à son emploi ou embauche des consultants, donc des designers pour faire votre page couverture. Ils vont embaucher un formateur pour votre livre, comment la mise en page et tout ça. Ils vont embaucher un éditeur toutes ces personnes-là sont à l'interne, tout dépendant de la taille de la maison d'édition, pour passer votre texte, puis corriger, puis voir la ligne narrative. Est-ce que ça fait du sens, que ça fait pas du sens? Puis c'est comme ça que ça va se travailler. Alors que quand vous êtes un auteur indépendant, vous embauchez ces gens-là vous-même. Donc, vous allez embaucher un designer pour faire votre page couverture. Vous allez embaucher ou acheter un outil, ou si vous êtes bon en Photoshop et tout ça, mais je vous dirais dans la majeure partie du temps, essayez d'avoir quelqu'un qui connaît ça un peu, parce que même si vous êtes bon dans Photoshop, c'est pas pareil faire du design de couverture de livre, c'est pas pareil. Il faut que ça appelle à l'œil, il faut que ça soit vendeur visuellement. Il faut que ça dise c'est quoi votre histoire un peu sur la page couverture. Est-ce que j'ai affaire à un thriller? Est-ce que j'ai affaire à un harlequin? Est-ce que j'ai affaire à un roman biographique? Est-ce que j'ai affaire à un drame? Est-ce que j'ai affaire à une comédie? Toutes ces pages couvertures-là vont être différentes. Donc, si vous faites une page couverture qui sonne thriller, mais c'est une comédie, vous allez pas attirer les bons lecteurs, puis évidemment, vos reviews seront pas excellentes parce que le lecteur n'aura pas vraiment eu ce qu'il voulait avoir, ou va même pas cliquer sur sera pas intéressé à prendre votre livre dans ses mains ou cliquer sur votre page de vente sur Amazon ou Kobo, tout ça, pour aller lire c'est quoi, parce que pour lui, il cherche un trailer, puis vous avez un trailer, mais vous avez fait une page couverture qui parle plus romance. Donc, lui, il veut pas un livre de romance avec un gars qui est en chess sur la page couverture, puis deux personnes qui s'enlacent et tout ça. Il veut vraiment un thriller. Donc, puis, par contre, on est moins sensible, à mon avis, et de ce que j'ai observé, on est moins sensible sur la page couverture dans la francophonie qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, vraiment, tu respectes les critères et les normes du genre que tu vas écrire dedans, alors que c'est moins le cas en francophonie. Alors, embauchez-vous un designer. Je vous dirais, ça peut aller de 200 $ à 1000 $, même plus que ça, tout dépendant de qui vous embauchez. Donc, un peu la différence, c'est que vous n'avez pas de upfront au niveau des coûts en termes en tant qu'auteur traditionnel. Vous envoyez votre manuscrit, vous avez une petite avance basée sur ce que votre auteur est confiant de ce qu'il va vendre comme livre. Puis, après ça, vous avez des royautés. Après ça, une fois que cette avance-là a été payée,
par vos ventes, ben là, vous commencez à tomber dans des royautés à ce moment-là. Donc, vous n'avez pas de coût, sauf que vous perdez évidemment tout un peu là, ce qui va arriver avec votre histoire. Vous allez consulter, beaucoup plus si vous êtes un auteur connu que moins, mais quand même, vous allez avoir à... Vous allez perdre quand même le contrôle de ça, tout dépendant du contrat que vous avez signé. Donc, la page couverture, même si vous la trouvez laide, vous pouvez l'exprimer, mais le dernier mot est quand même à celui qui a les droits sur votre livre, qui est la maison d'édition. Donc, en tant qu'auteur traditionnel, vous payez en avance pour les personnes que vous embauchez. Donc, votre designer de page couverture, votre formateur, ou vous pouvez utiliser un outil que je vais vous parler dans un autre épisode, qui s'appelle Venom, que vous pouvez formater vous-même votre livre. Fait qu'à ce moment-là, vous l'achetez, ce logiciel-là, puis après ça, ben, c'est un prix à vie, c'est pas une mensualité, c'est un prix une fois. Et après ça, vous l'utilisez, puis vous formatez vos livres, vos futurs livres, sans payer de frais supplémentaires. Donc, vous payez une fois, puis après ça, vous étendez le prix d'acquisition sur plusieurs romans. Vous embauchez un éditeur aussi. Même si vous êtes bon en français, même si vous considérez que vous êtes parfaitement capable d'éditer vos propres livres, on est les pires personnes pour les éditer. Fait que je vous dirais de ne pas lésiner sur avoir un éditeur, donc un œil professionnel qui connaît l'histoire, qui connaît un peu la littérature, puis qui est capable de vous aider et qui va voir des erreurs que peut-être vous n'avez pas vues. Moi, j'ai beau des fois relire 6 fois le même chapitre, je le donne à quelqu'un d'autre, puis il va me dire, il te manque un mot ici, ou bien, puis je ne l'ai jamais vu parce que tu es tellement habitué à ton histoire que finalement, au bout du compte, tu ne le vois pas. Donc, un éditeur, pour moi, c'est essentiel, comme un designer de page couverture. Le reste, vous pouvez quand même vous débrouiller par vous-même, mais c'est du temps à investir. Donc, ici, la différence peut-être en savoir si vous devriez être un auteur indépendant ou un auteur qui fait affaire avec une maison d'édition traditionnelle, je vais vous lire un peu ce que BookBub, un site de référence en anglais, dit au sujet de si vous devriez être un auteur traditionnel ou pas. Donc, si vous devriez être un auteur traditionnel si vous... Puis là, je vais traduire à mesure, fait que soyez indulgents. Un auteur traditionnel, si vous voulez vous focuser uniquement sur le processus d'écriture. Donc, si tout ce qui vous intéresse dans le métier d'auteur, c'est d'écrire, alors allez avec un auteur traditionnel. Si vous voulez être payé avant que votre livre soit publié, donc quand je vous parlais d'avoir une avance, aux États-Unis, évidemment, le marché est empirant, il vous donne quand même des fois des avances beaucoup plus généreuses qu'ici. Ici, c'est une coupe de 1000 $, je présume, si on est chanceux, qu'on a. Donc, si vous voulez être payé avant que ça soit publié, vous êtes mieux d'être un auteur traditionnel. Si vous êtes prêt à attendre des années pour que votre livre soit publié, donc on faut s'entendre, c'est très, très long publier parce que, évidemment, les maisons d'édition vont publier tant de livres par année ou tant de livres par saison. Ils ont déjà des engagements avec des livres qui sont déjà planifiés sur leur calendrier. Donc, vous, même si votre livre est accepté, mettons, en 2020, vous pouvez très bien publier seulement en 2022. Donc ça, si ça ne vous dérange pas, puis que c'est pas quelque chose qui vous titille tant que ça, alors les éditions traditionnelles sont bons pour vous. Vous voulez voir votre livre si vous voulez voir votre livre en papier, là, je vous dirais qu'il y a un bémol parce que je remplacerais ça par si vous voulez voir votre livre dans une librairie. Et encore là, il y a un bémol, en ce moment, quelque chose qui est fantastique, c'est que sur Amazon et d'autres, il y a d'autres services, je parlais d'Amazon parce que c'est celui que j'utilise. Il y a ce qu'on appelle le KDP Print, donc le Kindle Digital Printing, qui fait que vos livres sont imprimés sur demande. Donc, si quelqu'un passe une commande et il dit « Bon, je vais acheter le livre de Sébastien, je le veux papier », donc, il va cliquer papier, je l'achète, fait son paiement, il reçoit son livre en dedans de 2 jours, normalement. Donc, en dedans de 48 heures, il va recevoir son livre par la poste. Donc, votre livre papier, et vous avez droit à des copies d'auteur aussi, qui coûtent moins cher que le livre normal. Donc, vous faites livrer des copies d'auteur. Donc, vous l'avez, votre livre papier en main. Là, puis, c'est une excellente qualité. C'est une qualité qui est comparable facilement avec ce qu'on retrouve en librairie, là. C'est comparable à ce qu'on voit en papier.
C'est de la très bonne qualité. Puis vous pouvez même faire de l'impression de couverture rigide, de couverture molle. Donc, vous avez vraiment tout ce que pour compétitionner avec les livres normaux. Par contre, rentrer en librairie, c'est là que c'est plus compliqué. Donc, c'est faisable. Vous pouvez être sur le catalogue d'un libraire. Donc, quelqu'un pourrait dire, je veux le livre de Sébastien, pouvez-vous le commander? Puis le libraire pourrait très bien le commander, le recevoir, mais ça serait imprimé sur demande encore. Donc, vous n'avez pas d'inventaire. Un peu le mot que je veux dire, c'est que vous n'allez pas avoir un inventaire de livres papier, donc payé en avance. Vous payez absolument rien. Vous payez Amazon à chaque fois qu'il imprime votre livre, mais vous leur payez une petite commission, mais vous gardez quand même un bon montant sur ce livre-là, puis il est envoyé. Puis pour l'avoir vécu beaucoup de fois, les gens le reçoivent, ils le lisent, et c'est un livre de grande qualité là, au niveau du matériau. Donc, oui, le print ou l'impression, pour être plus francophone, vous allez être en librairie mais encore là, en librairie avec un éditeur traditionnel. Quelle place que vous allez avoir? Est-ce que vous allez avoir 3 livres qui traînent dans le fond d'une bibliothèque? Là, quand on dit être en librairie, c'est pas nécessairement que vous allez être sur la table en rentrant. Là. Sur la table en rentrant, c'est souvent les auteurs qui payent plus un peu. Là. Donc, mais vous, comme nouvel auteur, est-ce que vous allez vraiment être sur cette table-là en promotion devant les yeux de tout le monde? Donc, pas nécessairement. Donc, moi, je vous dirais le print, oui, mais plus en librairie. Vous pouvez très bien, par contre, une fois que votre livre est disponible dans les catalogues des libraires, approcher des librairies puis leur demander d'avoir votre livre en librairie. Des fois, petites librairies vont dire oui, d'autres vont dire non. Donc, d'autres font seulement affaire avec... C'est sûr que si vous allez dans des Archambault ou des Renaud-Bré, je pense pas que ça vaut même la peine de les appeler parce qu'eux font seulement affaire avec des grossistes et tout ça. Mais si vous allez dans des petites librairies, il y a moyen de discuter avec le propriétaire qui est un amoureux des livres et de lui dire « Je suis un auteur émergent. » Vous pouvez même lui proposer de faire une session de signature. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire, mais ça, évidemment, c'est vous qui gérez votre marketing, contrairement à la maison traditionnelle. Et c'est le prochain point. Donc, si vous aimez l'idée quelqu'un fasse un marketing de votre livre, à ce moment-là, les maisons traditionnelles sont mieux. Mais encore là, pour avoir parlé avec des auteurs traditionnels, ils vont pas mettre des énormes montants sur le marketing. Là, à moins, encore une fois, que vous êtes un auteur qui sont sûrs qu'ils vont avoir... Puis c'est normal, ils vont avoir le réflexe de se dire, est-ce que je vais rentrer dans mon argent? Donc, si je mets 100 000 en marketing, est-ce que j'ai des chances de rentrer dans cet argent-là? Si oui, ils vont le faire. Sinon, ils le feront pas. Donc, si vous êtes un auteur qui est émergent, les efforts de marketing risquent d'être plus limités que les efforts de marketing que vous pouvez mettre vous-même pour votre propre... Puis vous allez voir en me suivant qu'il y a des moyens de faire de la pub en utilisant les médias sociaux et tout ça. Donc, et si votre objectif est de gagner des prix, on voit un peu une tangente différente de plus en plus aux États-Unis. Parce que, comme je disais, il y a de plus en plus d'auteurs indépendants aux États-Unis, mais pour gagner des prix comme le Pulitzer ou le Goncourt ou ce genre de choses-là, vous devez être publié par une maison d'édition traditionnelle. Donc, si votre objectif, c'est de vouloir gagner des prix, alors vous n'avez pas le choix de faire affaire avec une maison d'édition traditionnelle. Pour savoir si vous seriez mieux d'être un auteur indépendant, les points suivants, si oui, vous devriez l'être. Donc, si vous aimez avoir le contrôle sur tous les aspects de votre carrière, donc, j'ai parlé tantôt de page couverture, j'ai parlé tantôt de marketing, de business, de contenu, et je vous ai parlé tantôt que l'émission traditionnelle, ça peut prendre des années avant que votre livre sorte. Si vous êtes un auteur qui est prolifique, qui est capable d'écrire de la qualité rapidement, vous pouvez peut-être sortir 2-3 romans par année. Même il y en a qui en sortent plus que ça, mais je vous dirais, là, entre 2 et 4 par année, c'est un excellent rythme. Ça fait un livre par quart financier qui est très, très dur à faire. Donc, mais vous pouvez en sortir plus. Donc, parce que c'est très rapide à publier un livre sur les plateformes comme Amazon, Kobo, Fnac et tout ça. Donc, c'est très, très vite. Alors, vous le faites. Et puis, le marché dictera s'il est intéressé à votre livre. Votre défi sera de sortir du lot, évidemment. Donc, vous n'avez pas la force de frappe
des maisons d'édition traditionnelles et leur équipe de marketing. Comme je disais, si vous êtes du bon côté du marketing dans une maison traditionnelle, vous êtes chanceux. Ça vaut la peine, mais sinon, ça va être à vous à trouver des moyens de sortir du lot un peu. Donc, quand je dis une carrière d'auteur, c'est un marathon. Là. On ne parle pas une carrière qui va vous permettre d'être riche demain matin. Là. On parle de quelque chose qui, à long terme, va peut-être vous permettre un jour d'en vivre. Là. Fait qu'on est là. Fait qu'il faut comprendre ça. Là. Donc, mais si vous voulez tout contrôler, du marketing à l'écriture, au contenu, à qui va faire votre page couverture, à qui va éditer votre livre, à qui... Ce genre de choses-là va gérer votre site web, gérer tout. Vous êtes mieux d'être un auteur indépendant. Je vais apporter un petit point, c'est que maintenant, même les auteurs traditionnels vont vous demander de faire une partie de marketing. Là. Même les auteurs traditionnels vont vous demander de publier sur les médias sociaux, d'avoir une page web, d'avoir de vraiment faire de la promotion, puis de vraiment accepter tout. Là. Donc, s'ils veulent que vous ayez faire une séance de signature dans une librairie, il faut y aller et tout ça. Donc, c'est vraiment... vous devez mettre de l'effort quand même. Là. Fait que c'est pas, j'écris un roman, je l'envoie dans la maison d'édition, puis après ça, je m'en lave les mains, puis je commence à écrire l'autre. Là. Oui, tu commences à écrire l'autre, mais il faut quand même faire des efforts de marketing. Puis, j'ai aussi entendu que tu as plus de chances d'être publié si tu as un gros following dans les médias sociaux que si tu n'en as pas. Donc, évidemment, si tu as sur Twitter, mettons, 3000 abonnés, sur Instagram, même chose, ou 5000 abonnés, puis sur Facebook, ta page fan de Facebook, t'en as plus que... Mettons, tu as 1000 personnes dans ton fanpage de Facebook. Ben, les maisons d'édition vont trouver que c'est un meilleur deal pour eux que de parler avec un auteur qui n'est pas sur les médias sociaux ou qui est sur les médias sociaux, mais qui n'a pas beaucoup de following. Donc, ça, c'est important aussi de le comprendre. L'autre point, vous voulez être entièrement en charge de votre vision créative. Donc, c'est que vous qui avez vous avez le plein contrôle sur votre vision créative. Donc, il n'y a personne qui peut vous imposer de « Ah, ça, enlève ce bout-là, c'est pas pertinent. » ou « Ça, me parle pas de ça. Moi, je préférerais que tu l'envoies plus là. La fin, je trouvais que c'est plus efficace si tu faisais ça comme ça. Va réécrire telle partie. » Donc, tout ça, c'est toi, comme auteur, qui le gère. C'est toi qui décides c'est quoi le quatrième de couverture, c'est quoi le texte, c'est toi qui décides de tout. Si vous travaillez mal sous la pression et les deadlines, donc les dates de tombée, vous êtes mieux d'être un auteur indépendant et contrôler votre propre deadline et de repousser un lancement si vous décidez que vous avez été malade ou quelque chose de même, ben vous n'avez pas la pression de dire il faut quand même que je sorte le livre. Donc ça, effectivement, c'est un point que j'avais pas nécessairement pensé, mais effectivement, c'est quelque chose qui est intéressant. Vous voulez maximiser vos royautés. Donc, vous n'avez pas d'avance. Donc, il n'y a personne qui va vous payer pour moi, 5 ou 10 000 pour votre livre. Puis après ça, si les ventes la part de vos royautés a dépassé ce montant-là, là, vous tombez dans les royautés. C'est vraiment pas ça. Par contre, vous maximisez vos royautés. Par exemple, si vous vendez un livre plus que 2,99, un livre numérique plus que 2,99, américain, ben vous avez 70% du prix du livre, donc si je me souviens bien, 2,39 par livre. Donc, c'est beaucoup d'argent dans vos poches. Par contre, évidemment, vous n'avez pas l'avance au début. Fait que mais si vous en vendez beaucoup, ben c'est beaucoup plus payant d'être indépendant. Par contre, de se rendre là, c'est une autre paire de manches. Même chose pour les livres papier. Donc, vous avez une portion à payer à l'imprimeur, une portion à payer à Amazon ou autres services, mais vous gardez quand même, vous établissez le prix de vente et vous payez une royauté qui est souvent, je pense, autour de 60 ou 50%. Donc, c'est quand même, je vous disais tantôt, c'est entre 10 et 15%, même des fois 5% pour un éditeur traditionnel. Donc, vous voyez la différence entre les royautés. Par contre, évidemment, vous n'avez pas la machine en arrière de vous. Surtout si vous faites affaire avec un éditeur qui met beaucoup d'efforts sur vos œuvres. Vous n'aurez pas ça en tant qu'indépendant. Par contre, vous avez plus de royauté. Vous gardez les droits sur vos livres totalement. Donc, il n'y a personne d'autre qui a les droits de votre livre sauf vous. Donc, si quelqu'un voulait faire un film, si quelqu'un voulait faire une traduction en suédois, c'est tout vous qui négociez ça et c'est vous qui avez les droits. Alors que vous avez
peut-être des choses au niveau de que vous laissez dans la balance à votre éditeur, à votre maison d'édition, qui, lui, va négocier pour des ententes peut-être qui ne vous plairont pas. Donc, j'ai entendu des histoires. La seule auteure connue que je connais du Québec qui est une auteure indépendante nouvellement, c'est Anne Robillard. Donc, elle, c'est suite à une dispute avec sa maison d'édition qu'elle a décidé de faire ça. Je vais essayer de l'avoir sur le podcast éventuellement là, pour qu'elle nous parle de son expérience et de sa vie d'auteur indépendante, mais elle a quand même été auteure indépendante une fois qu'elle avait son nom établi, puis qu'elle avait, je pense qu'elle est rendue à 30 ou 50 romans et tout ça. Là, on est dans une autre ligue. Là. Ça ne sera pas votre cas, vous, mais qui est débuté. Mais c'est quand même un exemple de quelqu'un qui fait le move. Et si ça va bien pour Anne, ben, peut-être que d'autres gens vont suivre cette... Je crois qu'on va avoir un remodelage de l'édition traditionnelle éventuellement. Aux États-Unis, je pense qu'il y a déjà des questions qui se posent, à savoir comment est-ce qu'on pourrait empêcher les auteurs de devenir indépendants pour leur donner un meilleur deal. Parce que l'auteur est tout le temps celui qui est le moins payé dans la chaîne. Donc, est-ce que ça devrait être le cas? Peut-être que non. T'sais. Mais moi, je pense qu'éventuellement, il va y avoir une révision du fonctionnement des maisons d'édition traditionnelles, mais on n'est pas là du tout, puis on n'est pas là pour plusieurs années, mais je crois que ce mouvement-là d'auteurs indépendants va faire ça éventuellement. Et le dernier point, vous voulez avoir plus de flexibilité. Donc, vous pouvez décider du deadline, où vous l'envoyez, à qui vous le publiez. Est-ce que vous publiez en français, en anglais? Moi, je publie dans les deux langues parce que le marché anglo-saxon est tellement grand que... Puis je suis bilingue, là, fait que je suis capable de traduire, mais j'ai une éditrice anglophone. Donc, je paye quelqu'un anglophone qui va aller corriger mes erreurs de syntaxe, mes tournures de phrases. Vous allez me dire, ça se dit pas vraiment en anglais, ce que tu dis là. Je suis pas trop sûr de ce que tu veux dire. Fait je travaille avec elle pour mettre un roman en anglais qui est très bon. Et j'ai eu des commentaires, des reviews qui disaient « well written », qui veut dire « bien écrit ». Donc, ça me fait un petit velours parce que c'est pas ma langue maternelle. Donc, je suis content quand quelqu'un d'anglophone lit mon roman et qui dit que c'est un roman qui est bien écrit. Évidemment, ça me fait une fleur. Donc, puis je dirais l'autre point qui n'est pas dans l'article de BookBub, c'est ce qu'on appelle en anglais le back catalogue. Donc, votre catalogue de romans. Puis là, je vous parle de ce que j'ai su. Là. Je ne l'ai pas vécu, mais si vous avez un roman qui ne se vend pas, ben le libraire va sortir de sa librairie, puis votre éditeur va être pris un peu avec ces livres-là et va peut-être même le sortir de son catalogue. Fait que votre livre va être disparu des écrans radars. Jamais plus. Quelqu'un même qui voudrait l'acheter pourrait l'acheter parce qu'il n'est pas en vente nulle part. Quand vous gérez vous-même votre carrière en tant qu'auteur indépendant, vous gérez votre catalogue également. Donc, vous pouvez laisser vos livres à vitam aeternam sur Amazon, sur Kobo et tout ça, et quelqu'un vous sortez un livre en 2020, quelqu'un en 2030, vous voudrez lire votre premier livre, va pouvoir. Alors que dans l'édition traditionnelle, c'est à moins vraiment que vous soyez un auteur à succès, trouver votre premier livre risque d'être très difficile. Donc, et puis, vous avez le phénomène de quelqu'un qui veut lire tout ce que vous avez écrit parce qu'il vient de vous découvrir avec votre dernier livre. Ben, les chances qu'il achète vos 10 autres romans sont très élevées. Alors que dans l'édition traditionnelle, juste de trouver ces 10 autres romans-là risque d'être très compliqué. Donc ça, c'est un autre avantage d'être un auteur traditionnel, c'est que vos livres demeurent en ligne tout le temps, puis vous pouvez l'offrir. Moi, je crois que le marché francophone va suivre le marché américain éventuellement et va devenir un marché qui est très livre numérique. Même si tu auras toujours des purs et durs qui vont vouloir avoir du livre papier. Moi, je suis pas de ceux-là. Je suis de ceux qui aiment lire plusieurs livres en même temps. Donc, pour moi, le format numérique est super. Parce que j'ai pas à traîner 12 briques avec moi. Je lis des romans qui est dans une unité qui pèse une plume et qui est rétroéclairée. Donc, pour moi, c'est parfait. J'ai pas à avoir une lumière d'appoint dans mon lit. J'ai pas à avoir à le tenir, les pages et tout ça. Fait que pour moi, c'est parfait. Mais je comprends le romantisme d'avoir le livre, les pages dans les mains, l'odeur de l'encre et tout ça. Je comprends tout ça. Ma mère disait ça aussi. Puis, je lui ai donné une liseuse numérique. Et elle ne jure que par ça maintenant. Donc, j'ai l'impression que quand tu le laissais et puis que tu commences à lire ça,
Puis en plus, ben là, tu peux agrandir les caractères, les baisser. Fait que si tu as une moins bonne vision, ben tu peux agrandir tes caractères, tu peux lire dehors, tu peux te promener, juste amener ta petite liseuse, puis tu vas dans un parc, puis fait, il y a beaucoup de bénéfices. Puis ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher par les auteurs indépendants. Les auteurs traditionnels vont souvent essayer de vendre le livre le même prix que le livre papier ou 1 à 2 $ de moins, qui pour moi est ridicule parce que ça coûte presque rien faire un livre numérique, là. Donc, moi, je vends mes livres numériques 3 fois moins cher que mes livres papier, parce que les livres papier, il faut que je paie les personnes qui impriment et tout ça. Mais mes livres, je me prends une commission sur mon livre, puis il est moins cher. Fait que pour moi, ça fait du sens. Fait que si on est capable de vendre des romans 3 à 5 $, puis que l'auteur a 3 $, sur son livre, ben je pense que le lecteur est gagnant et l'auteur est gagnant aussi. Mais c'est moins... je comprends pourquoi c'est plus cher dans les maisons traditionnelles, parce qu'évidemment, ils ont des salaires à payer puis ils ont des frais fixes, là. Ce qu'un auteur indépendant n'a pas, hormis ce que je disais tantôt, les frais de début. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de solution parfaite. Il n'y a pas vraiment de « Ah, c'est mieux être avec un auteur indépendant. Ah, c'est mieux être un auteur indépendant ou c'est mieux être un auteur traditionnel. » Il n'y a pas vraiment de ligne. C'est vraiment dans quoi vous êtes à l'aise, votre personnalité. Je connais des auteurs qui veulent rien savoir, sont pas bons en informatique, veulent rien savoir de... Juste peut-être du bémol, il ne faut pas être bon en informatique, il faut être capable de se débrouiller avec un ordinateur, nuance. Donc, ils ne sont pas vraiment friands d'aller jouer sur un ordinateur, ils ne sont pas vraiment dans les médias sociaux, ils ne sont pas vraiment... le marketing ne les intéresse pas nécessairement, le côté business non plus. Ils s'en foutent de donner une partie de leur droit, c'est correct. C'est super bon. Et je ne dis pas que je suis fermé à ça. Du tout. Si une maison d'édition traditionnelle m'approche et me dit « On voudrait acheter puis je vais probablement des romans indépendants, ça se peut qu'il y en a un que je sais, tu sais-tu quoi, lui, je vais l'envoyer mon manuscrit, ne serait-ce que pour le podcast, ne serait-ce que pour vous dire comment ça se passe puis quoi faire et tout ça. Je vais l'envoyer, puis si c'est pris, c'est correct. Mais il y a certaines affaires que je vais toujours garder, à moins d'avoir un deal incroyable, mais je vais toujours garder en indépendant. Il y a beaucoup aussi aux États-Unis de ce qu'on appelle des hybrid writers, donc des auteurs hybrides. Ils ont une partie de leur catalogue qui distribue comme un auteur indépendant, puis ils ont une partie de leur catalogue qui distribue dans un auteur comme auteur traditionnel. Donc ça aussi, si c'est possible, ça, moi, je suis ouvert à ça. Mais je vais toujours garder une petite twist auteur indépendant pareil dans certains cas, mais je ne suis pas fermé du tout à quelqu'un qui me dirait, exemple, ma série de Martin Laff, si je suis rendu à 5 livres puis qu'ils pensent que ça serait... qu'ils sont intéressés à acheter les droits, puis qu'on a une entente, moi, je suis très ouvert à ça. Et c'est arrivé. Juste vous dire que il y a une auteure française, je ne sais pas c'est quoi, je dis auteur, je sais que c'est autrice, là, mais je trouve le mot tellement affreux que j'aime mieux dire auteure française, qui dit, et j'accepte de vivre avec cette erreur-là, auteure française qui s'était fait refuser dans les maisons traditionnelles, qui a décidé d'y aller indépendant et finalement s'est fait approcher par une maison traditionnelle française pour publier ses livres, donc les enlever de son catalogue d'indépendants puis de les vendre à titre traditionnel. Peut-être l'exemple le plus frappant, le plus connu, vous avez The Martian avec, vous savez, si vous avez vu le film de Matt Damon, Le Martien, du gars qui est pris sur Mars, là. Ça, c'est un roman indépendant qui a été acheté par une maison d'édition. Même chose pour les 50 Shades of Grey. Donc, toutes les 50 nuances de gris, tout ça, c'est une autrice. Bon, vous voyez, je l'ai dit. Donc, une autrice indépendante qui s'est fait approcher pour une entente de plusieurs millions par une maison d'édition qui a décidé de vendre sa trilogie. Donc, qui, elle l'avait publié comme auteur indépendant. Fait que ça peut être un autre moyen. Et il y a des auteurs qui m'ont dit que les maisons d'édition font de plus en plus ça. Aller voir les auteurs indépendants en ligne, voir un peu leur succès, puis après ça, voir s'il y a un genre de traction, ben là, leur faire une offre. Fait en même, tu sais, quand je dis que peut-être que ça va changer les éditions traditionnelles, ça peut être ça, là. Donc, un auteur qui a prouvé que ses livres se vendaient, ben, il va être plus intéressant pour un
une maison d'édition traditionnelle qu'un auteur qui n'a jamais prouvé que ses livres se vendaient. Donc, voilà. De ce côté-là, ça pourrait être comme ça. Donc, c'est un peu ça la différence entre auteur traditionnel et auteur indépendant. Pourquoi j'ai choisi d'être indépendant pour le moment, moi qui débute cette carrière-là. À mesure que les épisodes de podcast vont continuer, je vais vous dire où je suis rendu dans ma réflexion. C'est quoi que je lis, c'est quoi que je vois sur le marché arriver. Donc, où est-ce que je suis rendu, mes lancements de livres, qu'est-ce que j'ai changé par rapport à un lancement de livre précédent, qu'est-ce qui marche pas. Donc, tout ce genre de choses-là que je vais vous dire, vraiment, je vous partage mon expérience à moi. Donc, je répète encore, je me prétends pas être un expert, je me prétends pas être la personne à suivre. Ce que je vous dis, c'est que moi, je vais vous partager mon expérience. Et vous prenez ce que vous voulez, vous prenez pas ce que vous voulez, puis et vous faites ce que vous voulez. Donc, il n'y a pas de toute façon, ça n'existe pas. Une formule gagnante à tout coup marche pas. Ça n'existe pas. Ça dépend de beaucoup trop de facteurs. Donc, prenez ce qui vous pensez, vous êtes à l'aise, et ce que vous pensez qui est bon, de ce que je dis, puis et des invités que je vais avoir. Puis, vous faites votre propre idée, et vous pouvez me suivre, évidemment. Je vais vous dire où est-ce que j'en suis rendu dans tout ça. Donc, n'hésitez pas à vous abonner au podcast. N'hésitez pas non plus à commenter sur notre compte Twitter, compte Facebook, Instagram, ainsi que le site web où est-ce que vous pouvez laisser des commentaires. Vous avez des suggestions de sujets, vous avez des questions pour moi. Ça fait plaisir d'y répondre si j'ai la réponse. Sinon, je vais essayer d'aller la chercher. Puis vous revenir sur ça à un certain moment sur Twitter. Pas sur Twitter, sur le podcast.